L'Ukraine, il va en être question. Et cette information, Anne, qui nous est parvenue il y a 1 heure à peine et qui a son importance. Et oui, c'est le chef de l'occupation russe, le numéro 1 de l'administration russe à Kherson, qui déclare, alors qu'on savait qu'il y avait un projet de référendum que les Russes avaient daté aux alentours du 11 septembre, nous étions préparés au vote. Nous voulions organiser le référendum très bientôt, mais du fait des événements du moment, je crois que nous allons faire une pause pour l'instant. Général Chevauvency, on pouvait un peu s'y attendre quand on sait que l'armée russe est un peu malmenée par la contre-offensive, ou dirons-nous l'initiative de l'armée ukrainienne, de par les renseignements britanniques qui nous disent que cette armée est fatiguée. Il y a quand même plusieurs signes qui font que ce référendum n'aurait pas pu se dérouler dans des conditions normales, j'ai envie de dire, entre guillemets. D'abord, il n'y avait pas que des signes, il y avait d'abord une réflexion à avoir. Comment pouvait-on imaginer que les Ukrainiens laisseraient ce référendum se réaliser ? Donc tout devait être fait pour que le 11 septembre, ça ne puisse pas se faire. Bon, on a une offensive qui correspond tout à fait à cette volonté à la fois politique et militaire que ça ne puisse pas se réaliser. Maintenant, sur le terrain, ça fait quand même plusieurs semaines, effectivement, que tout est fait aussi pour permettre cette offensive. Donc d'abord, destruction des points logistiques dans la profondeur, jusqu'en Crimée, au contact des lignes. C'est aussi un combat aérien avec ces drones qui ont été un petit peu mis en avant. Ces tirs d'artillerie donc très précis. Les premières têtes de pont qu'on a eues des forces ukrainiennes déjà depuis plusieurs semaines. Et puis donc finalement, la destruction des ponts sur le Dniepr, finalement, quand il n'y a plus de ponts pour approvisionner des troupes en munitions, en matériel, ou pour évacuer d'ailleurs les blessés, on peut s'attendre à ce que justement la situation ne puisse pas être défendable, surtout que Kherson est du bon côté du Dniepr pour les Ukrainiens, donc c'était un symbole pour le référendum dont tout était rassemblé pour que tout soit fait et que rien ne se passe. C'est intéressant quand même parce qu'il n'aurait pu rien dire, c'est-à-dire attendre que ce 11 passe et sans plus. Là, il y a une justification, mais... Alors, il y a 1 semaine, on avait une justification du ralentissement de l'avancée des troupes russes dans un but, je cite, humanitaire des Russes qui disaient « on se préoccupe des citoyens et des civils ». Là, il y a une annonce, mais il y a... Voilà, on dit les choses, on ne cache pas, on n'essaye pas d'inventer quelque chose. Pourquoi ? Ce qu'on se demande, c'est à qui est adressée en fait, cette communication de la part de l'administration russe à Kherson. Est-ce qu'elle est adressée au reste du monde, ou est-ce qu'elle est adressée directement à ceux qui auraient été appelés aux urnes le 11 septembre éventuellement pour leur dire ce n'est pas de notre fait, mais nous avons la responsabilité en toute conscience de ne pas vous mettre en danger et de ne pas organiser un référendum qui aurait pu être bousculé ou malmené. Donc est-ce que c'est une manière de se mettre dans une posture de responsabilité de la part de l'administration russe ? Ou alors, est-ce que c'est un message à destination des Ukrainiens ou de la communauté internationale ? Il y a probablement un peu des deux, mais je pense que là, l'enjeu, il est vraiment vis-à-vis des habitants de Kherson qui allaient être soumis à ce référendum. Mais c'est quand même de toute façon un aveu de faiblesse de la Russie, c'est-à-dire ne pas organiser ces référendums dont on parle depuis une éternité, c'est avouer qu'effectivement la Russie n'est pas capable de les organiser dans des conditions de sécurité qui sont évidemment obligatoires pour ce genre d'événements, d'autant qu'évidemment, le Kremlin en aurait sûrement profité pour faire énormément de propagande autour du fait que les populations locales se rendaient aux urnes dans la joie et la bonne humeur, en étant évidemment ravis déjà de bénéficier de passeports russes, de la circulation du rouble, de la réouverture des écoles avec que des programmes en russe. Donc ça aurait été le clou du spectacle, si j'ose dire. On disait la victoire de Poutine. Voilà. Une victoire, pardon. Et puis en plus, je pense qu'il y a un autre problème, c'est que les populations qui s'étaient ralliées au panache blanc là, de Vladimir Poutine et de ses troupes, localement, risquent quand même de commencer à se poser des questions, parce que si effectivement ce référendum qui était annoncé depuis tellement longtemps, finalement les Russes ne sont pas capables de l'organiser pour des questions de sécurité, ça veut dire, en plus avec les attentats qui se commettent contre des gens qui collaborent maintenant avec les troupes russes, ça va quand même leur faire sûrement encore plus peur. Donc est-ce que l'adhésion, qui est réelle quand même d'une partie de la population aux Russes dans ces régions, ne va pas s'effriter justement parce que là c'est quand même un symbole fort du fait que la Russie n'a pas les moyens
de garantir la sécurité dans les zones qu'elle contrôle. C'est vrai que le référendum, on en parlait depuis assez longtemps, Catherine le disait, il y a une importance du référendum. Les Russes y tenaient quand même à ce référendum, Magali. Parce que ça doit être toute la confirmation que leur stratégie de russification forcée fonctionne. Hein. C'était le clou du spectacle, hein, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire d'acter complètement le fait que dans cette région du Sud, eh bien, la population voulait son rattachement à la Grande Russie. Donc ça aurait dû en effet être la grande victoire de Poutine, qui aurait, c'est certain, été largement instrumentalisé par la propagande. Et c'est là où le communiqué aujourd'hui du Kremlin montre qu'il y a en effet un aveu de faiblesse, un aveu d'échec du fait des événements du moment. Là, je crois que c'est ce qui était écrit. Ça montre bien, que l'offensive ukrainienne, la contre-offensive sur Kherson, eh bien, est en train d'inquiéter du côté de Moscou, et que en effet, ces mouvements de partisans, c'est-à-dire cette résistance intérieure, est de plus en plus redoutée, avec des attentats qui ont marché contre des autorités pro-russes qui avaient été nommées dans la région. La crainte peut-être aussi de voir ces soi-disant bureaux de vote attaqués par ces mouvements de résistance. Donc on voit bien que Moscou joue la sécurité et donc suspend ces projets de référendum. Avec Cécile Bartoli qui nous a rejoint, on leur remercie. On va vous parler de cette contre-offensive. Mais avant, pour marquer la détermination des Ukrainiens, écoutez Volodymyr Zelensky, il nous parle de cette contre-offensive. Et aujourd'hui, je tiens à remercier les guerriers du 63e bataillon de la 103e brigade de défense territoriale qui ont réussi dans la région de Donetsk. La colonie a été libérée. À la 54e brigade dans la direction Lysychansk-Siversk, qui a également fait des progrès, avancé et regagné certains points en hauteur. Je voudrais également mentionner le 42e bataillon d'infanterie motorisée. Grâce à ces actions héroïques, 2 colonies du sud de notre pays ont été libérées. Alors Cécile, il ne parle pas de l'ampleur de cette avancée, le président Zelensky, ni de la géolocalisation précise, mais que sait-on de l'avancée des troupes ukrainiennes, notamment dans le sud du pays, Cécile ? Eh bien, les forces ukrainiennes annoncent avoir repris 2 villages dans la région de Kherson. Alors, l'un des territoires est pour l'instant inconnu, mais pour l'autre ville, il s'agirait de Vysokopilia, située au nord de Kherson, qui était aux mains des Russes jusque-là. Plusieurs indices le prouvent. Cette citation sur Telegram du vice-président du conseil régional de Kherson, Vysokopolia est Ukraine, et cette photo où l'on voit un drapeau ukrainien sur l'hôpital de la ville. Alors la semaine dernière, 3 autres villages auraient été partiellement repris, dont celui de Souki Stakov, l'enclave que vous voyez là. Autre indication des avancées, eh bien les drones désormais ukrainiens aperçoivent la ville de Kherson, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui prouve que les troupes ukrainiennes regagnent du terrain. Enfin, derrière la ligne de front, eh bien, les frappes ukrainiennes continuent sur les ponts stratégiques afin de bloquer des convois russes. On le voit, ça c'était un pont avant et maintenant il est abîmé sur le côté. Toutes ces informations ukrainiennes, eh bien, elles semblent crédibles, puisque l'Institut de la guerre a écrit: les images des médias et des réseaux sociaux ont montré des frappes ukrainiennes efficaces dans l'ouest et le centre de l'oblast et de Kherson. Alors à l'est, eh bien, c'est beaucoup plus flou. Volodymyr Zelensky annonce la reprise d'un village dans la région de Donetsk. Il pourrait s'agir d'Ozern, puisque l'armée ukrainienne a publié une vidéo des troupes ukrainiennes qui entrent dans ce village, mais rien n'a été confirmé pour l'heure. Merci Cécile. On la voit en difficulté générale, cette armée russe. On n'arrête pas d'en parler. On se disait qu'en juin, il y a eu de sévères combats du côté de Severodonetsk, dans le Donbass, du côté de Lysychansk. On se demandait quand et comment Kramatorsk allait tomber. Là, on est à Kherson. On voit la contre-offensive. Certains disent cette technique de shape pour intimider l'autre. Combien de temps il peut tenir comme ça ? On sait que, par exemple, depuis le début juillet, le territoire conquis est très peu. On parle de 0,08% conquis. On est sur du grignotage. Combien de temps elle peut tenir, cette armée russe ? Alors, on n'a pas trop d'idées. Moi, je dirais simplement que s'il y avait un effondrement, au moins de la partie russe à l'ouest du Dniepr, ça serait très significatif en termes d'analyse. Ça voudrait bien dire que l'armée russe s'effondre.
Pour l'instant, oui, il y a des villages qui ont été pris, mais enfin, un village, ça ne veut pas dire grand-chose. La communication politique qu'on a du président Zelensky, ça montre simplement à sa population qu'il y a des combats et qu'il y a des combats victorieux avec des endroits bien précis qui permettent comme de dire à la population, vous voyez, on y va, on avance. Ça ne veut pas dire qu'ils ont avancé de beaucoup de kilomètres. Maintenant, face à cette armée ukrainienne, il y a une armée russe dont on ne sait pas grand-chose finalement. Je me répète, elle ne s'est pas effondrée à la date d'aujourd'hui. Elle est toujours là. Quand on voit effectivement le site américain, c'est toujours intéressant de voir que c'est un site américain qui donne toutes les informations de ce qui se passe en Ukraine. C'est qu'effectivement, il y a... Des choses depuis 7 mois. Oui, mais c'est tout à fait. Mais puis on n'a rien d'autre, il faut le reconnaître. Rien. Voilà, donc, mais c'est un site très bien fait. Et quand même, il y a ce grignotage qui est une réalité. Et avec ces Russes, finalement, dont on a dit que la première ligne s'était effondrée dans certains points. Alors, on peut réfléchir d'ailleurs pourquoi elle s'est effondrée aussi facilement. Moi, j'aurais peut-être une hypothèse, simplement qu'on n'a pas forcément mis les meilleurs soldats en première ligne, sachant qu'on savait que l'offensive arriverait et qu'on attendait de savoir où elle se déroulerait vraiment. Maintenant, à la date d'aujourd'hui, l'armée russe continue de frapper. Elle continue de tirer à l'artillerie. Alors, je ne sais pas où on a du point de vue de l'aviation. Donc, combien de temps peut-elle tenir ? Moi, je dirais qu'elle est soumise peut-être à l'approvisionnement en temps et en heure, en munitions et en renforts. Et ça, on a du mal à le cerner. On sait qu'une chose, c'est que les frappes ukrainiennes sont précises, qu'elles détruisent des munitions, du carburant. Donc, ça peut nuire à la capacité de résistance russe. Alors, on parlera justement dans cette détermination. Il y a le moral des troupes, on y reviendra dans quelques minutes. Pour ce qui est de la détermination du président Zelensky, vous allez le voir, il ne lâche rien, plus de doute. Vous allez l'entendre, c'était dans une intervention cette nuit. Les objectifs sont clairs dans cette guerre en Ukraine, chasser l'armée rouge du pays et surtout reconquérir les territoires annexés. Regardez ce sujet, il est signé Léonard Attal. Sur ces images, des colonnes de chars russes remontent le pont de Crimée, aussi baptisé Pont Poutine. C'est le plus long d'Europe et il relie la Russie à ce territoire annexé il y a 8 ans. La guerre est affaire de symboles, alors Volodymyr Zelensky a redit hier sa détermination à reprendre la Crimée. Je crois que le drapeau ukrainien et la vie libre reviendront en Crimée. Nous libérons toute notre terre et notre peuple. Les forces armées ukrainiennes, nos services de renseignement et nos services spéciaux prennent déjà les mesures nécessaires pour y parvenir. Pour y parvenir, l'armée ukrainienne qui a frappé la Crimée ces dernières semaines pourrait s'en prendre directement à l'édifice. En avril dernier déjà, les Ukrainiens menaçaient de le bombarder. Si nous avions eu l'opportunité de le faire, nous l'aurions déjà fait. S'il y a une opportunité, nous le ferons certainement. Le pont est une cible, c'est un point de passage indispensable pour l'envoi de matériel et de troupes russes. Celles observées hier pourraient prendre la direction du sud de l'Ukraine et de Kherson, que les Ukrainiens tentent de reconquérir. On voit que cette Crimée est très importante, notamment depuis le début de l'été. Avant, il a évolué, on ne cesse de le rappeler avec vous, Catherine Gentil, sur les négociations. Et on voit que depuis le début de l'été, avec tous les événements qui étaient rappelés là, le président Zelensky veut vraiment récupérer la Crimée. Oui, il y a un changement de discours, parce que rappelons-nous qu'au tout début de la guerre en Ukraine, il était même presque question de négocier avec Vladimir Poutine la Crimée, comme pour finalement lui dire on va quitter le pays, mais on vous laisse la Crimée. Et petit à petit, au fur et à mesure, notamment que les armes occidentales ont été livrées à l'Ukraine, le discours de Volodymyr Zelensky a changé. Et aujourd'hui, on a presque l'impression, en l'écoutant, qu'il est en capacité, ou qu'il se sent en capacité, d'aller récupérer non seulement les territoires occupés depuis février, mais peut-être aussi ceux depuis 2014. Alors, est-ce qu'on est dans de la communication ? Est-ce qu'on est dans de la propagande ? Est-ce qu'on est dans une forme d'abus de confiance ? Ou alors, est-ce qu'il s'appuie sur des éléments tangibles ? Pour l'instant, il est bien trop tôt pour le dire, mais ce qui est certain, c'est que ce changement de rhétorique, il montre aussi un changement de stratégie de la part de l'armée ukrainienne qui reprend confiance en elle et qui doit probablement s'appuyer de manière beaucoup plus assurée sur l'armement qui lui a été envoyé depuis les quelques mois par les Occidentaux. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que Volodymyr Zelensky revienne sur le fait qu'il veuille récupérer la Crimée, pour résumer les choses, ce qu'il dit depuis quelque temps. On a l'impression qu'il le dit tous les 2 jours d'ailleurs en plus. Voilà, mais au moment où Dimitri Peskov lui-même, porte-parole du Kremlin, reparle lui pour parler. Donc on voit que là il y a... Alors, on l'écoutera pour nos téléspectateurs, on l'écoutera. Oui. On peut l'écouter ? Très bien, vous voyez... Voilà, il est très très bon notre chef d'édition, on va l'écouter. Alors c'était la sauce russe quand même, autant vous prévenir, il faut décoder.
Toute confrontation se termine par la détente, toute situation de crise se termine à la table des négociations. Ce sera donc cette fois, cela arrivera tôt ou tard, mais cela arrivera quand même. Une autre chose, nous aurons une expérience et une science inestimables pour mener un dialogue avec eux, non seulement selon nos conditions, mais de manière à ce que nos intérêts n'en pâtissent en aucune façon. On va parler du fond, mais pendant le sonore, vous avez dit, il a blanchi, il a vieilli. Oui, il a un peu blanchi, là, effectivement, Dimitri Peskov. Les jours sont ça durs. arrive à des gens très bien. Hein, Oui. mais voilà. Je vous le confirme. Mais c'est général. Tout à fait. Mais c'est intéressant de voir que là, on est un peu à front renversé. Hein, c'est-à-dire qu'au début de la guerre, effectivement, Joséphine le rappelait, Volodymyr Zelensky était d'accord pour négocier sur le Donbass. Et puis, il avait dit, effectivement, 15 ans pour négocier sur la Crimée. Autant dire qu'il était d'accord pour la laisser aux Russes. Et maintenant, non seulement il ne parle plus de négociation, mais il parle de reprendre tous les territoires, y compris donc la Crimée. Et alors qu'au début, la Russie, évidemment, n'était pas dans une dynamique de négociation, puisqu'elle était dans l'idée de prendre carrément toute l'Ukraine. Aujourd'hui, Dimitri Peskov parle de négociations, même si évidemment à destination de l'opinion publique russe et des alliés de la Russie, ce sera à nos conditions. Maintenant, on les connaît très bien, évidemment, on ne lâchera rien. Mais toujours est-il qu'il a bien parlé de négocier avec les Ukrainiens. Et c'est quand même, là aussi, si on met tout bout à bout, le renoncement au référendum, le fait de reparler côté russe de négociation, ça prouve quand même que les lignes bougent. Ça ne veut pas dire que la Russie va perdre la guerre demain matin, mais en tout cas, il y a un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps maintenant. Alors pour celles et ceux qui sont, je vous laisse la parole Magali, qui ne sont pas forcément au courant des arcanes du Kremlin, rapidement, l'importance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Peskov, c'est important ce qu'il dit? Peskov, c'est important parce que c'est la voix du Kremlin, hein, c'est la voix de Poutine. C'est la voix de Poutine. Et c'est lui qui s'adresse aux Occidentaux, donc c'est lui qui fait passer les messages. Donc oui, cette déclaration, elle est importante. Après, du côté ukrainien, on est persuadé que justement ce semblant d'ouverture, tout ça c'est juste pour gagner du temps. Et les diplomates d'ailleurs français à Kiev, à Moscou, sont tous convaincus que Poutine ne lâchera rien. En fait, il y a quand même cette conviction que, en effet, il est dans un corner aujourd'hui, il n'arrive pas à avancer, il y a cette contre-offensive, mais que sur le fond, il n'a pas changé de ligne en réalité, et que ce sera extrêmement compliqué de faire plier Poutine. Zelensky, aujourd'hui, les négociations, c'est pas du tout à l'ordre du jour, hein, parce que ce qu'il veut, c'est arriver en position de force à une éventuelle table des négociations. Et c'est pour ça qu'il insiste tant sur la Crimée, parce que ce qu'on a vu cet été, c'est que grâce à l'armement occidental, il arrivait à toucher des bases russes en Crimée, toucher des frappes aériennes aussi avec manifestement des opérations de force spéciale extrêmement audacieuses sur place. Donc oui, il se sent aujourd'hui capable d'aller plus loin et de reconquérir les territoires perdus. Les Ukrainiens, au départ, en effet, étaient plutôt prêts à une négociation au tout début de l'invasion. Moi, je crois que ce qui a beaucoup changé la donne aussi, c'est de voir la façon dont les soldats russes s'étaient comportés. Depuis Boutcha, il n'y a plus, il ne parle vraiment plus du tout de négociation. Je pense que c'est vraiment oui, c'est un tournant parce qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé, Zelensky ne peut plus dire à sa population on négocie dans l'état actuel des choses. Si un jour il y a des négociations, et il y en aura, on finira bien par y arriver, et bien c'est parce que les Ukrainiens se sentiront suffisamment en position de force pour pouvoir imposer leurs conditions. Mais général, ça peut durer trop longtemps.